Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Un bonheur de vous retrouver de nouveau et de retrouver l'ami Jean-Luc presque guéri aujourd'hui. Bonjour mon ami. Encore pas tout à fait. Bonjour Dame Laurence et bonjour. Oui, on entend ça, c'est pas encore complètement bonjour clair. Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs. J'espère qu'ils comprendront ce que je vais dire. Non, ça va aller. Ça va aller. Non, ça va aller. On vous suit, Et puis vous avez quand même meilleure mine. C'est pas tout à fait ça. En même temps, le garçon, il met des chemises grises. Alors, il met chemise grise. La grippe cette année est très méchante. Ouais. Et d'ailleurs, si vous êtes dedans, soyez prudents et prenez soin de vous parce que c'est vrai que c'est particulier. Allez, au programme de notre rendez-vous, eh bien tiens, on va parler de sécurité pour démarrer cette émission. On va parler de ceinture de sécurité. La ceinture de sécurité est apparue, ça fait déjà un petit... Vous étiez toute petite dans les années 50 quand Volvo a inventé la ceinture. La ceinture de sécurité 3 points. C'est peut-être grâce à la ceinture de sécurité 3 points que vous êtes né d'ailleurs. Ouh là là, moi je sais pas. J'en sais rien, vos parents n'avaient pas une Volvo à l'époque. Non, je crois pas, non. Ouh là là, dans les années 50, mais non, mais mes parents étaient gamins. Voilà, donc non, mais Volvo, vous vous rendez pas compte, vous. Volvo a fait une étude avec l'IFOP pour savoir si la ceinture était acceptée. Je crois que maman avait 1 an. C'est le cas. Ah oui, c'est le cas aujourd'hui. Dans les années 50, elle avait plus d'1 an, non? Ah oui, 49. D'accord, ok. Donc, on en revient à la ceinture de sécurité, n'est-ce pas, qui aujourd'hui est largement acceptée, mais pas mise forcément à chaque place dans la voiture, c'est le cas aux places arrière. Et puis Volvo nous parlera aussi d'une innovation qui arrive sur un nouveau véhicule qui s'appelle le X60, qui sera révolutionnaire sur bien des points, véhicule électrique avec une ceinture elle-même révolutionnaire. Voilà, super. On a développé, on a dit que dans les bonnes résolutions, on ne faisait pas des sommaires de 2h30, l'ami Jean-Luc. C'est un sommaire court, ça. Mais non, c'est parce que je parle moins vite, c'est pour ça. Oui, c'est pour ça. Allez, on va aussi bien sûr répondre à toutes vos questions. Et il y en a beaucoup aujourd'hui, des questions très techniques. Exactement, voilà. Donc, alors c'est court ça, hein. Non, exactement, ça va. L'occasion de la semaine, ça sera la Fiat 500, la voiture qu'a sauvé Fiat, qui reste vachement sexy d'ailleurs, hein, parce que ça va faire bientôt 20 ans qu'elle est sortie, la nouvelle Fiat 500, et elle n'a pas pris une ride. On peut toujours craquer pour une Fiat 500. Moi, j'adore la version Riva avec le tableau de bord en bois. Là. Je craque pour cette voiture. Je suis assez d'accord. J'aime beaucoup parce que notre ami Jean-Luc a retrouvé son regard bien pétillant. J'aime beaucoup. Peugeot condamné à rembourser un utilitaire. Exactement, un utilitaire électrique. Parce qu'en fait, entre le kilométrage affiché en WLTP et la réalité, le tribunal a estimé que la différence était trop importante. Alors, pourquoi on en parle? On en parle parce que c'est une première et ça risque de faire jurisprudence. Et on sait que entre les autonomies annoncées, alors je vous expliquerai pourquoi ces autonomies sont si positives pour les constructeurs, et la réalité, il y a souvent un delta qui est très important. Ça peut même aller du simple au double, même du simple au triple parfois. Oula. Donc on verra qu'il faut réformer le système de mesure pour annoncer l'autonomie, soit il faut que les vendeurs aient un devoir de conseil, c'est-à-dire qu'ils vous disent la vérité quand vous achetez une voiture électrique, c'est tout. Exactement. On va redonner un petit coup de G à l'antenne de Sud Radio avec l'ami Dominique Stemfel qui va revenir sur les dérapages journalistiques concernant les pneus. Oui, parce que la semaine dernière, il y a eu de la neige, donc ça a beaucoup glissé sur les routes, ça a glissé aussi dans les commentaires. Hein. Donc Dominique m'a dit, on va remettre l'église au milieu du village avec les pneus clous, et puis on va s'en sortir comme ça. Et puis si vous voulez suivre un peu les Dominique S sur ses réseaux sociaux. Parce que même le ministre mérite un bonnet d'âne. Hein. Allez, donc on va distribuer des bonnets d'âne. Le ministre des Transports. Alors qu'il s'y connaît bien pourtant. Non. Monsieur Tabarot. Non. Oui, mais plutôt. La preuve que non. Voilà. Et bim, et ça va parler vrai sur Sud Radio. Et on va finir cette émission avec... on n'a pas le moral, nous, les automobilistes français, on voit la vie en noir. Exactement, c'est le noir, c'est la couleur préférée. Noir, c'est la couleur préférée. Votre pierre, le marbre, votre couleur, le noir. C'est vrai qu'on a tendance à voir la vie en noir. Et les couleurs des voitures sont pas du tout fun. Dans les années 50, il y avait des couleurs incroyables. Aujourd'hui... on voit la vie en gris et en noir. Bon, allez, tout de suite, on démarre cette émission. Vous êtes les bienvenus sur la page Facebook de Sud Radio. Vous avez commencé à nous rejoindre. Alors, Jamel, que je remercie, parce que je dis, c'est dommage, des fois sur la page Facebook, il faut aller tout en bas de la page pour nous trouver. Il me dit, non, il faut cliquer sur le logo Sud Radio. Il appelle ça la boule, Jamel. Vous cliquez sur le rond sur la page Sud Radio, page Facebook, et bim, vous arrivez directement sur le direct. Nous avons Aude qui est au standard et qui vous attend au 0800 26 300 300. L'équipe est donc au complet. Ah non,
Non, l'équipe n'est pas au complet. Il nous manque vous. Allez, on vous attend par mail, je participe @sudradio.fr, sur la page Sud Radio de Facebook ou évidemment avec Aude au standard 0826 300 300. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Est-ce que la ceinture, c'est automatique? On a reçu depuis à peu près une dizaine de jours une très bonne étude de Volvo sur la ceinture. On va tout de suite accueillir Steve Pachter qui est avec nous. Bonjour. Pachter, voilà, il fallait que je me fasse avoir. Bonjour Monsieur Pachter. Bonjour. Bonjour. Directeur des opérations marketing de Volvo France. Et bonne année. Oui, bonne année. Bonne année également, meilleurs vœux. Oui, la ceinture de sécurité inventée par, 3 points, inventée par Volvo. En quelle année? Alors c'était en 1959, donc il y a bientôt 70 ans. Et c'est Volvo un ingénieur, tout à fait. C'est un ingénieur suédois qui s'appelle Nils Bolin qui avait été recruté spécifiquement pour travailler sur la sécurité, qui a donc inventé cette ceinture 3 points, donc 3 points, c'est-à-dire de l'épaule à la taille, et qui a révolutionné le marché automobile et la sécurité, évidemment. Bon, vous le savez, pour ceux qui nous écoutent, moi je collectionne les vieilles autos, et dans toutes les vieilles voitures que j'ai une Volvo P1800, et c'est la seule qui a une ceinture de sécurité digne de ce nom. C'est une ceinture 3 points, et c'est vrai que on mesure... Alors moi la mienne est de 1968, donc c'était déjà, il y avait déjà d'autres marques qui lançaient des voitures avec des ceintures 3 points, mais c'est vrai que Volvo a beaucoup d'avance en termes de sécurité à l'époque. Avance qui a été conservée d'ailleurs. Il y a une pub qui tourne, il y a une pub qui tourne en ce moment qui dit que en plus Volvo, c'est ça qui est grandiose. Vous avez ouvert le brevet à tout le monde en fait, ça c'est génial. Et oui, en fait, ça fait partie de la philosophie de l'ADN de Volvo, c'est la sécurité avant l'ego. Donc ça a été une décision qui avait été prise à l'invention de la ceinture, d'ouvrir le brevet pour en faire la sécurité pour tous. Ouais. La ceinture est devenue obligatoire à partir de quand? Parce que c'est vrai qu'on s'y perd un petit peu avec. Alors en France, c'était en 1973, mais en réalité le décret est arrivé en 1979. C'était aussi le temps que tous les constructeurs équipent leur voiture de la ceinture de sécurité, et on avait une différence entre les hors agglomération et agglomération. C'est une des raisons de la baisse de la mortalité de l'époque. On était à 18 000 morts par an à peu près. La ceinture a beaucoup aidé. Alors il y a un autre point qu'on n'évoque jamais, moi j'en parle tout le temps. Il y avait, quand moi j'étais gamin, des routes à 3 voies. Quand j'entends route à 3 voies, c'est-à-dire qu'il y avait une bande discontinue des deux côtés. Donc on pouvait se retrouver face à une autre voiture qui doublait une voiture qui venait en face. Ah oui, c'est vrai. Ah ça c'était juste... Ça existe encore dans certaines communes? Non, les 3 voies, il y a 3 voies, 2 d'un côté, mais 2 d'un côté et une bande blanche. On peut pas être sur... Il peut pas y avoir 2 voitures sur la file de milieu qui roulent en sens contraire. Ah, c'est ça. C'était terrible. C'était en termes d'accidentologie, mais c'était une hécatombe absolument abominable. Donc la ceinture est devenue obligatoire à l'avant en 73, à l'arrière en 1990. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il a fallu quand même un petit moment pour que les gens acceptent automatiquement presque de mettre la ceinture de sécurité. C'est le sondage que vous avez fait avec l'IFOP. Tout à fait. En fait, quand on se repenche un peu dans le passé, l'accueil de la ceinture de sécurité a été un petit peu difficile. Tendu, il y a eu beaucoup de débats. C'est qu'à de le dire, tendu. Exactement. Et si on se penche sur l'étude, effectivement, dans les années 70, on était à 60% d'adhésion à peine, alors qu'aujourd'hui, on est à 95% des Français qui déclarent que c'est un réflexe. Donc le clic est devenu automatique. Après, ça, c'est des statistiques qui nous parlent de la ceinture de sécurité à l'avant. Si on regarde à l'arrière, effectivement, on se rend compte qu'on a un Français sur 5 qui déclare ne pas s'attacher, et on monte à presque un Français sur 2 dans les taxis et les VTC. Donc on a quand même un peu de marge de progression. C'est dû aussi à l'historique, c'est 90 la ceinture de sécurité arrière, je crois. Oui, c'est 90. C'est 1990, donc il y a beaucoup moins de... Vous voyez, il y a un laps de temps qui est beaucoup... Puis c'est un peu plus compliqué parfois de s'attacher à l'arrière que de s'attacher à l'avant. Alors c'est là où est tout le rôle du constructeur par rapport au législateur qui va ordonner l'obligation. C'est que Volvo, en tant que constructeur automobile, va travailler à simplifier le plus possible, à faire en sorte que ce soit le plus évident et le plus réflexe
de pouvoir se mettre en sécurité avec des ceintures de sécurité, et notamment avec l'invention dont vous parliez dans votre introduction, qui sera annoncée la semaine prochaine dans le nouveau X60, qui est une ceinture de sécurité révolutionnaire, on va dire, qui en fait Volvo réinvente son invention. Exactement. Adaptative, c'est-à-dire que, alors expliquez-nous, bon c'est la semaine prochaine, mais personne n'écoute, et personne, on va demander aux gens qui nous écoutent de ne pas en parler autour d'eux pour garder la confidentialité jusqu'à la semaine prochaine. Mais alors, en fait, la voiture... Je vous mets un peu dans la confidence. Allez-y. On vous écoute, Steve Pachter. Alors, je suis pas ingénieur, hein, je vais vous raconter un peu avec mes mots, mais si je dois raconter la ceinture 3 points dont on parle, qui est celle qui équipe aujourd'hui quasiment toutes les voitures dans le monde, hein. Donc, en fait, il y a un peu de Volvo dans chaque voiture. C'est une ceinture qui va s'adapter à 3 morphologies, petit, moyen ou grand. Là, avec la ceinture multi-adaptative, je préfère peut-être parler de ceinture intelligente, elle va s'adapter jusqu'à 11 profils et grâce à des capteurs notamment dans le siège, va pouvoir reconnaître le poids, le type d'assise de la personne, sa morphologie, donc on va pouvoir faire la différence entre une femme enceinte par exemple, et également des capteurs à l'extérieur qui vont adapter la tension de la ceinture en fonction de la circulation et du type de choc. Ah d'accord, ça peut pas se préprogrammer. Si belle maman est sur le siège passager, on peut pas mettre la ceinture qui serrerait le cou plus rapidement. Non, la sécurité avant tout. Non mais c'est bien pour les enfants et alors donc, pour tous les... Oui, ça arrive sur le X60 qui est révolutionnaire par plein d'autres points, mais ça on aura l'occasion d'en reparler. Mais c'est pareil, c'est quelque chose que vous allez donner en libre accès à vos concurrents ou c'est une innovation que vous allez déjà exploiter vous-même ? Alors, on est à la veille de son lancement, donc il est encore un peu trop tôt pour parler d'une ouverture et d'une démocratisation. On est, comme toutes les innovations, sur une première phase. Hein, donc, elle est lancée en grand public sur le X60 à l'avant, sans nul doute qu'elle va équiper la totalité des modèles Volvo. Et je vais laisser la main à mon siège en Suède de décider de l'ouverture ou non du brevet. J'aimerais bien qu'on revienne sur votre étude, Steve Pachter, vous qui êtes directeur des opérations marketing de Volvo France. Y a-t-il d'autres faits qui sont sortis un peu de façon assez importante ? Oui, tout à fait. On remarque aussi qu'on a une réelle différence entre les trajets courts et les trajets longs. Une perception de sécurité sur des trajets courts où on ne juge pas forcément nécessaire d'attacher la ceinture. On est sur 83%, donc vous voyez qu'on s'éloigne déjà des 100%, qui jugent que le trajet long est moins dangereux, et on descend à 70%, donc on a presque 30% des 18-24 ans qui pense que c'est moins dangereux et qu'il n'est pas nécessaire de s'attacher sur un trajet court, ce qui est évidemment faux. Trajets courts et trajets longs sont aussi dangereux. D'autant que on a maintenant normalement ça sonne. Enfin, les voitures depuis quelques années. C'est ce que j'allais vous dire. Aujourd'hui, ça devient extrêmement pénible de pas s'attacher. Et oui. Et ben justement, c'est parce que en tant que constructeur automobile, on va donner la main aux conducteurs et aux passagers, les alerter, mais on laisse quand même la liberté aux passagers de décider de ce qu'ils vont faire. Mais évidemment, ces petites innovations qui combinées, la technologie et les innovations qui permettent de mettre plus en sécurité. Réaction de Stéphane sur la page Facebook de Sud Radio qui dit il y a une chose qui n'est pas prévue avec la ceinture et qu'il faudrait généraliser, c'est un coupe-ceinture. Non mais ça, autrefois les gens, alors moi mes parents dans la voiture quand j'étais gamin, il y avait un coupe-ceinture au cas où, parce qu'on disait en cas d'accident, si la voiture se retourne, on est coincé, si elle prend feu, on brûle avec la voiture, donc c'était une psychose à l'époque. Il y avait des coupes-ceintures dans les voitures, aujourd'hui il n'y a plus de coupe-ceinture, c'est terminé, il n'y a pas besoin en fait. Une ceinture bloquée, quelqu'un bloqué par une ceinture dans une voiture, ça n'existe pratiquement plus. Alors après il suffit que ça arrive une fois, prévoyez quelque chose. On a Monique qui nous dit dès qu'il y a du poids sur le siège au démarrage de la voiture, elle se met à sonner si elle n'est pas attachée. On va rappeler à Alphonse qu'on a dit que c'était pas que la ceinture de sécurité qui avait sauvé toutes les vies, mais qu'on a bien dit que ça faisait partie des choses. Parce qu'Alphonse dit c'est aussi la limitation de vitesse. Oui, évidemment. Mais on n'a pas dit qu'il y avait que ça. Bien donc Alphonse, vous me récupérez 10 fois avec beaucoup d'amitié. J'écoute bien ce que dit Lolo dans On parle auto. Enfin voilà, on sait que la ceinture de sécurité a sauvé des vies. Steve, dernière chose, vous voulez rajouter ? Oui, on a quand même une étude de l'OMS qui est parue en 2020 qui montrait que la ceinture de sécurité, en tant qu'innovation, avait sauvé jusqu'à 1 million de vies. Ah, joli. Donc ça, c'est un fait avéré.
Ça, c'est pour vous, Alphonse. J'aime bien le taquiner, Alphonse. Bon, merci beaucoup, Steve Pachter. Eh bien, avec grand plaisir. Et puis, on se revoit bientôt pour parler du X60, alors. Directeur des opérations marketing de Volvo France. Encore une belle année à toute l'équipe de Volvo, dont le climb est 0 accident, 0 mort, hein, quand même, on le rappelle. Hein, c'est alors, des grands trucs. Volvo qui a menti, qui avait dit en 2020, il n'y aura plus de morts dans une Volvo. Et 2020, c'est un peu passé, non? Ça vous avez... Il y a toujours des morts dans des Volvo. On l'a quitté là, Steve, il est parti? Oui, mais il est parti. Je suis là. Non, vous êtes toujours là. Je suis toujours là. Ouais. Non. Alors, quand on parle de 0 mort, c'est une vision stratégique de l'entreprise qui est juste une façon de mettre en avant que la sécurité est réellement au cœur de la totalité de nos réflexions d'innovation stratégique. Donc, nous avons cette ambition. Après, nous mettons tout un tas de dispositifs en place pour arriver à cet objectif. La ceinture de sécurité multi-adaptative en est un, mais on n'a pas assez de temps pour citer la totalité des innovations sécurité que on n'a pas assez de temps. Vous reviendrez, voilà. Avec plaisir. Bien fait Merci pour vous. Beaucoup. On vous embrasse. Bonne journée, au revoir. Au revoir, Steve. Allez, dans quelques instants, on va accueillir Hervé au 0826 300 300 qui a une question à poser et nous allons prendre un expert pour y répondre. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, en Pic Moreau, Laurence Perrault. Et si vous nous rejoignez, merci d'être avec nous sur Sud Radio et merci de nous rejoindre de plus en plus nombreux également pour cette émission. On parle auto, vous l'avez compris, on parle passion, on parle pratique, on parle réglementation, on parle de tout ce qui concerne la route et les automobiles. Alors, on va tout de suite accueillir notre expert qui va répondre à la question que Hervé nous a envoyée par mail. Je vous en parle dans quelques instants. Bonjour David D de Sfertech. Monsieur David de Regnocourt, directeur général de Sfertech. Bonne année, parce que je crois qu'on ne s'est pas eu encore à l'antenne. Non, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Merci beaucoup. Ouais. Moi, je vous souhaite pas mes vœux. Vous savez que vous concernant, mes vœux sont permanents. C'est Jean-Luc. C'est mignon. Ah, c'est que Jean-Luc. Non, j'ai dit Laurence, c'est Jean-Luc. J'ai pas entendu, pardon. En vérité, j'ai surtout dit Laurence. C'est surtout ça. Moi, je vais vous laisser. Hein. Voilà, c'est ça. Bon, David de Regnocourt dit Dédé. Je vous propose d'être très attentif parce que je vais vous lire la question que Hervé nous a posée par mail. Est-ce que vous en êtes d'accord? J'en profite pour rappeler à tout le monde que vous pouvez nous poser vos questions et vous êtes nombreux à le faire. On en a encore reçu ce matin et merci. On passera tout le monde, ne vous inquiétez pas. La question que vous envoyez à jeparticipe@sudradio.fr en mettant on parle auto dans votre objet, toute votre question et vos coordonnées complètes. Hervé nous dit ceci. Depuis l'installation d'un boîtier homologué qui a été monté en 2019 à 57 000 km sur ma Honda Civic 9 de 2015, VTEC 1,8 litres sport, tout est important. La voiture a ce jour 163 000 km. Comme préconisé par Sfertech, j'ai mis après l'installation de ce boîtier, un bidon d'additif tous les 10 pleins. Je n'avais jamais eu de problème jusqu'à présent. Or, il y a 2 mois, lors d'un trajet région parisienne Saint-Cyprien dans le 66, donc dans les Pyrénées-Orientales, je fais le plein et ajoute un bidon d'additif. Je roule à 450 km sans problème. Je refais le plein avec de l'E85, mais 100 km plus tard, le voyant moteur s'allume. Je finis le trajet et la voiture continue de bien fonctionner. J'en déduis que c'est peut-être l'additif qui en est la cause. Après passage à la valise qui indique un mélange trop pauvre, le garage me dit que cela peut être la sonde lambda qui est HS ou peut-être l'effet de l'additif. Depuis, j'ai roulé plus de 2500 km et le voyant ne s'est jamais rallumé. J'en déduis que l'additif donc en est la cause. Il y a 15 jours, j'ai téléphoné à Sfertech qui devait me rappeler, mais j'attends encore leur réponse. Pas bien, David. C'est en écoutant votre émission depuis de nombreuses années, c'est bien Hervé, que vous m'aviez convaincu de passer à l'E85, ce dont je suis parfaitement satisfait. J'avais également mis cet additif après avoir entendu le patron de Sfertech à votre antenne. Je suis donc un peu déçu du non-recevoir de Sfertech. J'aurais voulu savoir pour l'avenir comment procéder, car je veux éviter que ce voyant se rallume. Soit j'arrête de mettre de l'additif, ou peut-être en mettre qu'un quart, voire une demi-dose. Le garage m'a indiqué que le 85 avait tendance à user d'une façon précoce la sonde lambda. Qu'en pensez-vous ? Voilà. Qu'en pensez-vous ? On va reprendre dès le début. Hein. On va reprendre dès le début. Je peux prendre le 50-50 ou j'appelle un ami? Vous êtes déjà avec des amis. Voilà. Bon, déjà, Hervé, son problème, pourquoi le voyant s'allume ? On va faire ça. Le voyant s'allume parce que il a un mélange trop pauvre. Qu'est-ce que c'est qu'un mélange trop pauvre ? Vous risquez de fondre un piston, c'est dangereux d'avoir un mélange trop pauvre, il n'y a pas assez de carburant. Je vais laisser à David, parce qu'il aime bien ce mot, un mélange
Alors moi je voudrais qu'on pense à tous ceux qui comme moi sont un peu des béotiens mais pour avoir une bonne carburation, expliquez-nous bien. Pour avoir une bonne carburation, il faut un mélange. Alors j'aime bien quand David le dit, un mélange métrique. Voilà, stoichiométrique. Voilà. Il faut un mélange Donc la bonne proportion d'air et de carburant pour avoir une bonne combustion. D'accord. Quand on est trop riche en carburant, ça fume à l'échappement, on encrasse les bougies. C'est ce qui fume noir des fois ? Ça fume noir et on consomme beaucoup. Et bon, alors la voiture marche normalement, mais on consomme beaucoup, on pollue beaucoup. Et quand on est trop pauvre, là pour le coup, ça fait chauffer. Vous risquez ou de fondre la bougie ou de fondre le piston. Enfin voilà, c'est extrêmement mauvais pour le moteur de ne pas avoir assez de carburant dedans. Donc lui, ça s'allume parce que c'est trop pauvre. Et c'est sans doute lié effectivement à l'usage de l'E85. Mais David va se défendre, surtout pas à l'usage de l'additif. Oui, voilà, effectivement. Alors moi je dis toujours que la combustion, je le rappelle souvent, c'est l'histoire d'amour, l'histoire d'une rencontre entre l'air et le carburant. Donc il faut la juste proportion. Ça se passe dans une chambre de combustion. Et effectivement, voilà, il y a un rapport air-carburant qui est très important. Alors un lubrifiant, l'additif d'Hervé, en fait, c'est un lubrifiant. Donc le lubrifiant, il peut pas tromper les sondes ni reprogrammer le moteur et il décide pas du mélange air-carburant. Et puis on ne demandera pas ce que le lubrifiant va faire dans la chambre, ça ne nous regarde pas. On est d'accord qu'on parle auto, qu'on n'est pas chez Brigitte Lahaye. Oui. L'après-midi sur Sud Radio. Hein. Voilà, exactement. Donc en fait, la décision du mélange air-carburant, de cette proportion, elle appartient exclusivement au calculateur de la voiture, avec des informations fournies par cette fameuse sonde qui a été citée par Laurence, la sonde Lambda, qui est une petite gardienne du temple. Elle est dans l'échappement, elle renifle les gaz d'échappement, et elle dit en permanence au calculateur, vas-y, enrichis, appauvris, enrichis, appauvris. Le lubrifiant, lui, donne de l'onctuosité à l'éthanol, qui est un carburant naturellement très sec. C'est pour protéger les organes mécaniques. Donc il n'a pas de pouvoir décisionnel sur la cartographie et le cerveau de la gestion du carburant et de l'air. Le vrai sujet avec l'éthanol, c'est que les auditeurs doivent savoir que on doit injecter environ 25% de carburant en plus avec du E85 par rapport à l'essence. Et dans de nombreux cas, et nous on le mesure avec nos analyses anciens gaz, puisqu'en fait ça fait une vie qu'on mesure les combustions justement, ce que ne font presque pas les garages, c'est qu'on voit des voitures qui tournent en mélange pauvre, c'est-à-dire avec un problème de débit de carburant. Et on a des cartographies qui sont ce qu'on appelle en butée. Donc les voitures sont souvent à la limite de correction, et c'est dans ces moments-là qu'un voyant peut s'allumer. Alors effectivement, avec le temps, les kilomètres, on a des sondes lambda qui vieillissent, qui deviennent plus lentes. On le voit avec des oscilloscopes. Elles ont des battements, des temps de réaction un peu plus lentes. Et des fois, on peut avoir effectivement un défaut de richesse sur une phase transitoire. Autre chose, les calculateurs n'aiment pas du tout qu'on passe d'un carburant à l'autre. Je le dis aussi pour les usagers. Des gens qui passent du 98 au 85 peuvent tomber dans des phases qu'on appelle des réajustements court terme et long terme. En gros, ça veut dire que le calculateur doit se réadapter très vite. Il n'aime pas ça. Oui, d'autant que si on lui permet 20% de latitude et que là, d'un coup, on lui demande 35% ou 40%, mais il ne sait pas le faire. Alors que si on lui demande 2 fois 20%, lui, il y arrivera mieux. C'est ça. Alors, du coup, je dirais que ce qui a pu se passer, c'est que c'est souvent, j'en parle souvent au niveau des injecteurs, 5 microns de dépôt sur un injecteur, c'est 25% de débit en moins. Or, en éthanol, on est toujours victime d'un manque d'enrichissement quasiment sur les véhicules, même avec des boîtiers. Donc, vérifier les bougies si elles sont en bon état, parce que souvent, quand on est pauvre, sans s'en rendre compte, c'est rigolo ce que je dis, mais au niveau de la combustion, on a forcément des bougies qui prennent des coups de chaud, des coups de chalumeau. Et j'invite le Hervé à regarder la porcelaine de ces bougies, si la porcelaine n'est pas brunie avec des traces marron. Donc ça, c'est des preuves d'une contrainte thermique, d'un effet chalumeau en fait, parce que quand on dit mélange pauvre, on peut aussi imaginer un chalumeau. Quand Jean-Luc perçait les coffres avec son chalumeau, il ouvrait l'oxygène et la flamme de jaune devenait bleue et il pouvait découper l'entrée d'un coffre. Donc c'est ça un moteur. Il y a un effet chalumeau sur un moteur qui tourne un peu trop pauvre. Donc un effet chalumeau, c'est on claque les bougies, on peut aussi faire fondre des soupapes, on peut même griller la sonde lambda, voire le catalyseur. Deuxième point, qui vérifie sa sonde lambda, elle peut être un peu moins réactive, un peu fatiguée. Donc c'est pas très cher, il peut la changer, c'est un bon conseil. Et enfin, garder des injecteurs propres pour avoir un débit optimal, parce que chaque % de débit compte. Et voilà. Donc en résumé, un lubrifiant tel qu'il a utilisé ne décide jamais de la richesse.
Et si un voyant s'allume, c'est que le calculateur n'arrive plus à suivre les besoins réels du moteur au niveau de l'éthanol. Donc c'est une phase transitoire, il n'a pas eu de chance. Autre solution, je pensais à ça, le produit améliore la lubrification de l'injecteur. Il est possible que le temps de réponse de l'injecteur s'en ait trouvé amélioré et le calculateur a dû réadapter une nouvelle position par rapport à un vieux réflexe d'une voiture qui avait des temps de réponse un peu lentes au niveau de l'injecteur. D'accord. Donc voilà, rien de grave, mais il faut savoir que ça n'est qu'un lubrifiant et ça ne décide en rien de la gestion du mélange. Ok, je crois que c'était très clair, même pour ceux qui n'y connaissent rien. Comme moi. Voilà. En fait, je commence à m'y connaître un petit peu plus grâce à vous, mais on a eu. Quand même. On a eu malheureusement, j'ai pas le temps, mais on a eu beaucoup de réactions sur la page Facebook de Sud Radio concernant l'éthanol, concernant les boîtiers, concernant l'IA. Pourquoi il n'y a pas d'IA maintenant qui est intégrée normalement, il devrait y en avoir dans ces boîtiers, enfin, etc. Voilà, il y a plein de réactions et merci d'être passionné comme nous. Les gens vont continuer à nous écouter puisque tout à l'heure on aura Alexis Landrieux, qui est le gérant de Biomotors, qui sera avec nous. Donc là, s'ils ont des questions à poser sur les boîtiers, ils n'hésitent pas. Exactement. Et quant à vous, David de Regnecourt, DG de Sfertech, on vous embrasse fort. Merci, cher ami. Oui. Et on vous dit à très vite. À très vite. Sur On parle auto. Si on vous manque, venez, on vous attend. Vous connaissez l'adresse, vous êtes le bienvenu. Allez, on vous embrasse fort. Et d'ailleurs, il faut qu'on s'organise une petite émission spéciale de tous nos habitués, les amis d'On parle auto. Ça pourrait être très sympa. On va faire ça. Avec une petite coupette de champagne, avec modération, évidemment, pour fêter la nouvelle année. Allez, dans quelques instants, on continue notre rendez-vous. On va essayer l'occasion de la semaine. Évidemment, ce sera sur Sud Radio. On parle auto. Continuez de réagir avec nous sur la page Facebook de Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Bien sûr, la page YouTube de Sud Radio, vous retrouverez les essais complets de l'ami Jean-Luc. N'hésitez surtout pas, ou sur la page Facebook de Sud Radio en extrait et en direct ce matin. Vous êtes plus de 41,5 millions qui nous écoutaient en digital depuis. Ça a été vraiment un truc énorme, mais ça continue d'augmenter. Le digital, c'est YouTube, c'est Facebook, c'est pour ça que je vous en parle. Alors, on essaye quoi ? On essaye aujourd'hui un modèle iconique. D'ailleurs, il résume à lui seul pratiquement l'image de Fiat. Et on peut le dire vraiment, parce qu'avec le recul, on sait le mesurer, que c'est une voiture qui a sauvé Fiat. Si la 500 n'était pas sortie, 500 de deuxième génération, il y a eu celle des années 50, la 500 de deuxième génération qui est sortie en 2007, elle est arrivée, et alors déjà, par sa bouille craquante, elle a permis de remonter les ventes de Fiat. Je ne vais pas vous parler de la bouille de la 500, tout le monde la connaît. C'est vrai que, imaginez quand même, elle est sortie en 2007. On va accueillir un de nos amis, Julien Berthaud, qui est journaliste à caradisiac.com. Bonjour Julien, bonne année. Oui, bonjour Julien. Laurence. Bonjour Jean-Luc, bonne année, meilleurs vœux. On va pas faire l'article sur l'esthétique de la 500, c'est vrai que c'est une grande réussite, même presque 20 ans après, elle n'a pas pris une ride cette voiture. Non, complètement. Ils ont vraiment retrouvé et refait les codes qui ont cartonné avec la première 500. Et ça a été, de toute façon, un véritable carton. Ça a été une voiture qui a été commercialisée pendant super longtemps parce que, effectivement, elle est arrivée en 2007. Elle a été au catalogue jusqu'en 2024 avec plus de 2 500 000 exemplaires. Pour Fiat, ça a vraiment été un gros carton et ils ont même eu du mal à la remplacer, quoi. Oui, alors ils l'ont remplacé par un modèle 100% électrique et ils reviennent en arrière sur ce fameux modèle 100% électrique. Donc il n'est pas exclu qu'il y ait de nouveau des modèles thermiques qui soient proposés sur la 500, mais ça ne nous concerne pas puisque nous, on parle de voitures d'occasion. Alors quand on veut une 500 d'occasion, il faut regarder quoi, se pencher sur quoi. Si on commence par les motorisations, c'est vrai qu'elle a un peu souffert cette voiture de motorisation pas terrible, c'est dommage d'ailleurs. Oui. Alors il y a le 1,2 litre 69 chevaux qui est très répandu, qui est pas un mauvais moteur, mais bon, il manque un petit peu de souffle sur la route. Elle a eu le 1,4 litre de 100 chevaux. Alors celui-là, il est plutôt conseillé parce que c'est un moteur qui sait à peu près tout faire, qui est plutôt fiable. Et puis elle a eu aussi le fameux Twinner, alors qui heureusement est peu répandu sur le marché de l'occasion. C'était la fausse bonne idée. Oui. Franchement, alors
Alors c'était un sur le papier, bicylindre. c'était très bien. Ouais, sur le papier, c'était un bicylindre 900 cm3 qui consommait très peu, qui permettait à l'époque d'avoir des émissions de CO2 inférieures à 100 grammes par kilomètre, ce qui était assez rare sur le marché. Dans la pratique, c'est un moteur qui vous faisait tomber vos plombages, c'était une machine à coudre en fait, parce que pour arriver à exploiter le côté économe en carburant, il fallait presque être en sous-régime tout le temps, et en sous-régime, ça vibrait. Ah ouais. On avait l'impression d'être... Enfin, moi, je pense qu'il y a des femmes qui ont adoré cette voiture parce qu'elle vibrait beaucoup. Dis donc, l'ami Jean-Luc, tu vas rentrer dans ta chambre. C'est quoi ce délire ? Hashtag. Mais non, mais franchement, faut le dire. On le dit tel quel, c'était pas un bon moteur. Oui, mais je préfère l'image du plombage dedans qui tombe, s'il te plaît. C'était pas un bon moteur. Il y a eu un diesel. Alors, puisqu'on parle de moteur pourri, le diesel fait partie de la catégorie aussi, quand même, Julien. Oui. Alors le diesel, c'était pas. Je pense qu'il y avait de mieux non plus. Alors est-ce que s'il était pire que le Twin Air ? Je ne pense pas. Non, mais un moteur qui est plutôt fiable, qui consomme peu, mais oui, vibrant et pas très agréable à utiliser. Mais c'est pareil, c'est pas un moteur qui a énormément plu, parce qu'il s'est pas beaucoup vendu, donc en occasion, on n'en retrouve pas non plus énormément, quoi. C'est surtout le 1,2 litre 69 chevaux qu'on retrouve en occasion, quoi. D'accord, 1,2 litre 69 à conseiller ou 1,4 litre 100 chevaux plus rare. C'est des moteurs qui sont assez fiables ? Oui. Globalement, c'est des moteurs qui sont plutôt solides. En fait, le plus gros souci qu'il y a eu sur la Fiat 500, c'est l'assistance de direction, qu'entraînait un remplacement la colonne de direction. Donc ça, c'est quand même un petit billet. Aussi des soucis sur la boîte robotisée Dualogic, avec des problèmes d'actuateur. Et puis également, des témoins qui s'allument, etc. Mais bon, ça, c'est la maladie de beaucoup de voitures. Mais globalement, franchement, en termes de motorisation, que ce soit le 1,2 litre ou le 1,4 litre, c'est plutôt fiable. En tout, combien il y a eu de voitures de vendues ? 2 500 000, c'est ça ? Plus de 2 500 000, oui, plus que ça. Ouais. Mais moins de 3 millions, on est d'accord ? Oui. Mais c'est bien, c'est énorme. Hein. Avec on va dire deux carrosseries différentes. Une voiture fermée, coupée, 4 places, et une voiture découvrable, qui était assez sexy d'ailleurs, parce qu'avec un toit coulissant en toile. De ce côté-là, c'est quelque chose qu'on peut conseiller ou pas ? Ouais, c'est quelque chose qu'on peut conseiller parce que il y en a un petit peu, pas énormément, ça représente à peu près moins de 20% de ce qu'on retrouve en annonce, mais c'est pas beaucoup plus cher. Donc une 500 Cabrio, c'est pas beaucoup plus cher, il y a pas forcément de problème avec le système de capote découvrable, ouais. Voilà. Et c'est vrai que c'est une voiture qui est plutôt sympa, quoi. Donc autant si on peut, autant se diriger vers une version Cabrio, quoi. Ouais, alors il y a eu plein de séries spéciales. Moi tout à l'heure je parlais d'un modèle qui me plaisait beaucoup, qui était beaucoup plus cher à l'époque. Il y avait 2000 € de différence, je me souviens, juste pour le tableau de bord en bois et puis la couleur spécifique. C'était la version Riva. Je la trouve magnifique avec ce bleu profond et puis un intérieur. Alors j'allais dire cuir, c'était sans doute du cuir synthétique clair, et puis le tableau de bord en bois, je trouvais ça magnifique. Donc on peut se faire plaisir. À quel tarif aujourd'hui quand on achète d'occasion un modèle de Fiat 500 ? Alors c'est devenu très abordable, ça commence à 3 000 €. Alors à 3 000 €, attention, elles ont plus de 200 000 km, elles sont pas forcément très bien équipées, mais franchement, si on part sur un billet de 4 500 €, on a une voiture finition lounge, donc c'est le milieu de gamme qui est plutôt bien équipé, parce que la pop, l'entrée de gamme, faut plutôt éviter. Mais si on part sur la lounge ou la sport, pour 4 500 €, on a un modèle de 2015 qui a environ 150 000 km. Ça va. Et franchement, et en plus, il y a beaucoup d'offres, donc il y a vraiment moyen de comparer. Alors après, il faut faire aussi attention, parce qu'il y a quasiment autant de 500 qu'il y a d'annonces. C'est-à-dire que comme il y avait énormément de personnalisation sur cette voiture-là, on peut trouver un toit qui est biton, différentes coloris, différents stickers. Donc il y a vraiment tout. Donc je pense qu'on peut vraiment trouver chaussure à son pied. Il y a une question de Stéphane, pour toi et moi, Jean-Luc. Ouais. Votre préférence, la première génération version pot de yaourt ou la 500 New Génération, nous demande-t-il, toi et moi. La première. Première. Non, celle-là, la première. J'ai jamais été un super grand fan de la première 500 pot de yaourt. Moi non plus de la deuxième, donc comme ça. Excusez-moi, c'est pas la voiture qui me fait craquer. Alors, moi, il y a un truc qui me ferait rigoler. Alors, faut vraiment pas avoir mal au rein, quoi. Mais une 500 Tributo Ferrari
qui fait un bruit, qui ratatouille à 500 mètres, on vous entend arriver. J'adore. Si, la Barthes, c'est chouette. Oui. Ah, voilà. Alors ça, pour le coup, le Fiat Abarth, oui, je suis fan. Mais j'aime bien aimer. au-dessus de la Barthes, il y avait les Tributo. Je connais pas voilà. ça. Et, une Tributo Ferrari, c'est absolument génial. génial. Vous connaissiez, Julien ? Moteur retravaillé par Ferrari, ça fait 180 chevaux. Là, ça commence à être rigolo. Non, mais ça fait une fusée parce qu'elle est légère. Oui, c'est très bien. Surtout, ça fait un boucan. On se demande comment ils ont réussi à homologuer la voiture. Moi, ça me plaît beaucoup, moi, les grands sons. Voilà. Je connaissais pas du tout. Bon, merci. On a fait le tour ou on rajoute 2-3 petites choses ? Je crois que c'est bien. Non, donc, vous appelez Julien qui lui commandera. Il se charge de tout. C'est la nouveauté. Je vous trouve une Fiat 500. C'est la nouveauté. Moi, je regrette d'ailleurs que j'en reviens toujours à ma Riva qui n'ait pas eu de moteur plus sympa dessus, quoi. Voilà, c'est le seul truc. Sinon, j'en aurais une. Bon, on vous embrasse. Sinon, il faut aller sur la Barthes. C'est ça. Moi, j'aimais bien la Barthes. Ils auraient dû faire une Abarth Riva. Ouais. Voilà. Bon. Oui, ils auraient pu, parce qu'en plus, les premières Abarth n'étaient pas non plus très puissantes, donc franchement, ils auraient pu faire 140 chevaux, ils auraient pu. Oui, 135 chevaux, voilà, c'était ça. Il y avait déjà un son qui était assez agréable, déjà. Moi, j'aime bien les gros sons. Vous l'avez compris, j'aime bien les gros sons. Allez, go. Merci Julien. Merci. Et c'est pareil pour les motos. Il faut bien garder à son, c'est avec une cédille. Hein. Oui. Moi, j'aime beaucoup notre ami Jean-Luc qui a retrouvé tout aujourd'hui, même s'il parle encore un peu du nez, mais on sent que les neurones sont complètement dégagés de la grippe. L'esprit est là. Et merci à toutes vos réactions également sur la page Facebook de Sud Radio, que vous êtes nombreux. J'adore. On a Fréquence qui est arrivé, évidemment Stéphane qui est là, Nathalie, on a également Guillaume, nous avons Alphonse, Thierry. Vous avez beaucoup de personnes qui sont arrivées et qui sont avec nous. Camille. Enfin bref, merci d'être aussi nombreux. Et on continue. On parle auto avec vous jusqu'à midi. Dans quelques instants, on va parler d'un sujet particulier où Peugeot a été condamné. Mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Sud Radio vous présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Évidemment, on va parler, vous n'en avez peut-être pas entendu parler, nous sommes là également pour ça, sur Sud Radio, de ce qui est arrivé à Peugeot, qui a été condamné à rembourser un utilitaire. Alors on va en parler avec un journaliste qu'on aime bien sur Sud Radio et dans On parle auto, Jean-Luc M de Paris. Bonjour Bonjour Laurence, merci de m'accueillir. Pourquoi ce sujet, Jean-Luc ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que en fait, c'est pratiquement passé inaperçu. Il y a quelques médias spécialisés dans l'automobile qui en ont parlé, mais vous allez voir que ça a une portée qui est non négligeable. En fait, c'est un arrêt qui a été rendu le 18 novembre 2025 par la Cour d'appel de Toulouse. Elle a condamné un concessionnaire de Peugeot à rembourser un utilitaire électrique. C'était un e-partner qui avait été vendu donc à un entrepreneur qui avait besoin pour son travail d'une certaine autonomie, et il est allé se plaindre plusieurs fois en disant: je comprends pas, vous m'avez dit que je pourrais faire 140 km tous les jours pour travailler, et dans les faits je n'ai jamais réussi à aller jusqu'à une autonomie comme celle-là, et il a demandé qu'on lui rembourse son véhicule, ce qui a évidemment été refusé, donc il est allé en justice. Et là, c'est très important, c'est que la justice a fait faire évidemment une expertise de la voiture, et on s'est rendu compte, malgré une expertise dans des conditions favorables, voire très favorable, c'est-à-dire par une température qui était largement positive, sur route à vitesse réglementaire, que l'autonomie était l'autonomie mesurée. Réelle, en fait. Ouais, l'autonomie mesurée était de 23% inférieure à l'autonomie annoncée par le constructeur. Donc le tribunal... La fameuse norme WLTP. Ouais, exactement, la fameuse norme WLTP. Donc les fameux 170 km d'autonomie qui avaient été promis par le concessionnaire à cet entrepreneur, on n'y était pas du tout. Donc le tribunal a condamné Peugeot à rembourser le véhicule. On va juste mettre les choses au point, c'est-à-dire que pour cet entrepreneur, ne pas avoir cette autonomie dont il avait besoin, l'obliger à faire des stops pour recharger, donc du temps perdu sur la journée. C'est pas possible. Et le temps, c'est de l'argent, surtout quand on est entrepreneur, donc à juste titre. Il avait réclamé un véhicule capable de faire. Il y avait une petite marge. On lui annonçait 170, il avait besoin de 130. Oui, mais parce que j'imagine certains auditeurs... Il n'imaginait pas qu'il serait, dans certains cas de figure, en dessous de 100 km. Mais j'imagine certaines personnes se dire, c'est bon, à 20 km près, ça va, il va pas nous faire. Si, parce que
professionnellement, il y a des grosses conséquences. Quoi. Et vous pouvez pas vous arrêter une demi-heure quand, dans une journée, vous avez besoin de transporter des choses d'un point A à un point B. Donc, il avait un cahier des charges. Ce véhicule, sur le papier, correspondait au cahier des charges. Dans la réalité, c'était pas du tout le cas. Il y a au moins un défaut de conseil du concessionnaire qui aurait dû lui dire attention dans certains cas de figure. Et c'est, je pense, sur ça. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est parce que on va pas changer le cycle d'homologation. Le cycle d'homologation, il est très favorable, malheureusement. Heureusement pour les constructeurs, il est favorable aux véhicules électriques. D'abord parce que il est réalisé dans des conditions entre 14 et 23 degrés sur 30 minutes. C'est 23 km/h à une vitesse moyenne de 47 km/h. Donc vous voyez, c'est franchement une pointe à 131 km/h. On a aussi une proportion d'arrêt qui est de 25% pendant le cycle. Donc sur un véhicule électrique, c'est très intéressant parce que quand il est arrêté, la consommation, alors elle n'est pas nulle, mais elle est vraiment extrêmement faible. Donc ce cycle d'homologation étant très favorable, chaque concessionnaire devrait dire aux clients potentiels, attention, voyez, on vous annonce 500 km en cycle WLTP. La vérité, c'est 500 km, ok. Sur autoroute, ça va être 250 km. Donc ça va être la moitié, parce que on peut pas vider complètement la batterie, et puis ça sert à rien de la remplir complètement quand on est sur autoroute. Donc vous aurez des phases de 200 km sur autoroute, et vous serez obligé de vous arrêter 20 minutes au bout de 200 km. Quand vous circulerez l'hiver, si vous êtes en agglomération, comme on l'a vu, on en a parlé il y a un peu plus d'une semaine, vous aurez une consommation qui va augmenter. Si les températures sont très froides, comme on a eu la semaine dernière, et qu'elles descendent à moins 10 degrés, vous aurez moitié moins d'autonomie avec le chauffage. Tout ça, normalement, ça devrait être indiqué au moment de l'achat du véhicule. Partagé avec le futur acheteur. Donc là, Peugeot a été condamné. Peugeot a été condamné. Donc défaut d'information. Okay. Exactement. Donc ça veut dire que maintenant, il y a une jurisprudence. Donc chaque concessionnaire, tous ceux qui nous écoutent, soyez bien prudents. Quand quelqu'un va arriver pour vous dire, voilà, j'ai des besoins comme ci, comme ça, j'ai besoin de faire tant de kilomètres, mettez-le en garde si jamais ça fonctionne pas. Voilà. Et moi, je peux vous dire que là où ça va dans l'année, là, on va rigoler, mais je dis rigoler, mais c'est pas dans le mauvais sens. Exactement. C'est rire jaune. C'est toutes les entreprises qui ont été obligées d'acheter des véhicules électriques et avec des commerciaux qui ont un certain nombre de kilomètres à faire. Et ils vont se rendre compte qu'ils n'arrivent pas à les faire. Dernière question qui vient d'Alphonse sur la page Facebook de Sud Radio. Pour les utilitaires, est-ce que les tests WLTP est calculé avec le véhicule chargé au max ? Non. Voilà. Donc, très bonne question d'Alphonse. En fait, je pense qu'on devrait faire prochainement un sujet sur cette homologation WLTP parce que. Et encore, elle est beaucoup mieux que la NEDC dans le temps, qui était juste. Ouais, mais elle est quand même pas encore au top, pour le coup. Le cycle NEDC, j'avais voulu le faire avec un cycliste professionnel qui aurait été capable de faire un NEDC à 90%. Je sais pas ce que c'est, mais tu me racontes tout ça après le journal de 11h. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Présenté par Back to Car, première marque de pièces auto recyclées et garantie à vie. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et vous êtes toujours de plus en plus nombreux. C'est vrai que c'est hyper agréable. Et vous savez, il y a évidemment la qualité des émissions que vous propose toute la semaine et le week-end également Sud Radio, mais aussi le fait que nous sommes de plus en plus accessibles sur le DAB+. On a des nouveaux émetteurs du côté de Rouen, du Havre, évidemment la Normandie. On a aussi la Bretagne, la zone de Rennes. On a Bolbec, Évreux. On a Vitré, Saint-Malo. Il y a de nouveaux émetteurs en Vendée. Voilà, c'est aussi alors pour moi, ça. Je le teste, Sud Radio s'étale. Dans la réalité, puisque vous savez, je fais des essais de voitures un petit peu partout en France, et désormais c'est vrai que je peux écouter Sud Radio en DAB+, pratiquement partout. Autrefois en Bretagne on l'avait pas, maintenant on l'a, et à chaque fois que je me déplace maintenant, je suis branché sur Sud Radio. Alors pour ceux qui ont encore des vieux autoradios dans leur voiture, évidemment vous n'avez peut-être pas le DAB+, mais vous l'avez à la maison, vous l'avez également peut-être sur une voiture plus récente, donc profitez-en, abusez et réagissez avec nous. Je participe @sudradio.fr, vous mettez en parle auto dans l'objet de votre mail et votre question, votre réaction, vous n'hésitez pas. Alors au programme de cette seconde heure, nous allons parler pneus. Tiens. On va parler pneus, on
On va parler des dérapages. Mais alors pas des dérapages des pneus, des dérapages des gens qui ont parlé de pneus. Oui, Voilà. c'est ça. De ceux qui se disent journalistes et qui ne vont pas Ou à ministres l'information. et qui ne maîtrisent pas bien les sujets dont ils parlent. Voilà. Même des ministres des Transports. Ensuite, ce sera plus léger. On fera la traversée hivernale de Paris. J'adore. C'est la semaine prochaine. Vous voyez, moi, comme ça ira mieux, je pourrais aller rechoper un petit peu la crève en roulant en décapotable dans Paris. 26e traversée hivernale. Ça partira comme d'habitude du château de Vincennes. Exactement. D'ailleurs, on va demander à... On vous livrera quelques points clés pour voir passer ces belles autos. Et moi, je vous pose la question, à vous qui nous écoutez sur Sud Radio dans On parle auto, est-ce que vous avez déjà fait cette grande traversée hivernale? Évidemment, c'est peut-être plus pour les Franciliens, mais peut-être que vous êtes passionné, que vous montez avec votre voiture. Il y a plein de gens qui viennent de province. De région, voilà, vous n'hésitez pas, appelez-nous pour nous raconter votre traversée de Paris en hivernale, votre traversée hivernale de Paris en ancienne au 0826 300 300. On vous donnera bien évidemment la parole, on parlera du noir. Il n'y a plus d'espoir. Bah si, noir, c'est noir. On voit la vie en noir. Il s'agit de couleurs de voiture. On en parlera à la fin de l'émission. Allez, on tentera d'expliquer pourquoi on a des coloris tristes sur nos voitures. Ah oui. Quoique, moi, un jour, j'ai essayé une Nissan jaune. J'ai adoré. Tout le monde me regardait. On m'appelait mon petit poussin. Alors, jaune, c'est la couleur la moins vendue aujourd'hui. Par contre, bleu, ça devient très tendance. Moi, j'en ai une Laurence. bleue. Oui, c'est pour ça que je dis ça. Bon, allez, tout de suite, on parle pneu et non pas bleu. Le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route, présente Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec Dominique Stemfeld, président du syndicat du du pneu. Bonjour Dominique. Bonjour Dominique. Alors Laurence, les pneus sont noirs et resteront noirs pendant un grand bout de temps. Ouais, même s'il y a eu une tentative de pneus de couleur qui s'allumaient même. Ah ouais. Oui, il y a eu effectivement des tentatives, mais ça n'a pas marché. Et puis on bute sur des problèmes techniques. Donc les pneus sont noirs. Bon, ça tombe bien. En tout cas, nous, on n'est pas noirs dans l'espoir, mais bien au contraire, on va souhaiter une bonne année à toute la filière pneus qui doit souffrir de certains journalistes qui ne savent pas trop de quoi ils parlent. Oui. Dominique avait des idées noires cette semaine, justement, après avoir entendu le ministre et certains journalistes. Et il m'a envoyé un petit message en disant, dis donc, ça serait bien de remettre l'église au milieu du village. Donc on va tordre le cou encore à certaines idées reçues qu'on a entendues. Alors, est-ce que les pneus cloutés sont interdits en France, Dominique? Alors je sais que dans certaines soirées, Laurence en a, mais sinon... Jean-Luc, cela ne nous regarde pas. Merci, Dominique. Et non, les pneus cloutés ne sont pas interdits. Alors effectivement, la rumeur populaire dit que les pneus cloutés sont interdits. Ils sont absolument pas interdits. Ils sont toujours autorisés. La période a été recalée sur la période de la loi montagne. Donc en fait, on peut rouler partout en France avec des pneus cloutés du 1er novembre au 31 mars. Est-ce qu'il est toujours obligatoire d'avoir derrière le 90 pneus cloutés comme on avait autrefois? Alors, la vitesse est limitée à 90 km/h, ça ne change pas. Il faut toujours avoir effectivement le petit logo indicatif à l'arrière du véhicule. Alors même si c'est incongru d'utiliser des pneus cloutés dans certaines régions de France, bien que ce soit autorisé, en tout cas, les pneus cloutés, ils ont un gros intérêt en haute montagne, en particulier pour les services de secours, les services de dépannage, les services de voirie, le ramassage scolaire. Et donc, en fait, même si c'est concentré sur des régions très particulières, les pneus cloutés sont très, très utiles. D'accord, et rien n'interdit de rouler avec des pneus cloutés si on a envie, voilà, de se faire plaisir. Les fameux pneus M+S, on va expliquer ce que c'est que le M+S. Certains disent, c'est interdit maintenant parce que c'est les 4 PMSF. Ça y est, on a perdu tout le monde. Non, moi ça va, les 4 PMSF, c'est tout ce qui est pneus hiver. Exactement. Avec les 4 petites montagnes. Autrefois, on avait des pneus qui étaient marqués M+S. Montagne plus. Non, mud plus snow. Merci. Donc la boue et la neige. Mud. Ouais, mud. Exactement. C'est souvent des pneus de véhicules tout-terrain d'ailleurs.
Oui, alors ces pneus avaient été marqués M+S sur la seule décision des manufacturiers qui voulaient mettre sur le marché des pneumatiques qui pouvaient rouler dans toutes les conditions, donc dans la boue et dans la neige. Alors à l'origine c'était des pneus plutôt typés hiver, ensuite ça a été élargi à l'utilisation sur des SUV qui sont vendus partout dans le monde, y compris dans des contrées où il n'y a jamais de neige. Donc le législateur s'est intéressé au sujet et a découvert en fait que ces pneus n'avaient pas du tout de capacité à rouler en conditions hivernales. Donc c'est la raison pour laquelle la législation européenne a créé le 3PMSF. Et les pneus 3PMSF, en fait, ils répondent à des critères normés. Ils doivent subir des essais pour être homologués comme des pneus hiver. Voilà. Et les autres ne sont pas homologués, on est d'accord? Alors les autres ne sont pas homologués comme pneus hiver, mais si on a des pneus M+S sur son véhicule, on peut les utiliser comme des pneus été. Donc en fait, on a entendu dire effectivement qu'ils étaient interdits. Non, ils ne sont pas interdits. Les pneus M+S sont devenus des pneus été. D'accord. Alors, pour parler de mauvaise dénomination de pneus, là je fais un petit clin d'œil à mes camarades de TF1 qui parlent de pneus neige. Hein. Alors, c'est le combat de Jean-Luc en ce début d'année. Ben oui, à chaque fois qu'il y a un sujet, on parle de pneus neige. Bon. Est-ce que c'est peut-être, alors je suis d'accord avec vous, c'est pas la bonne formulation, mais est-ce que c'est pour que peut-être le grand public mais ça existe le pneu neige, c'est ça la différence. Mais voilà, soyez comme ça, je vous suis bien. Voilà. Alors effectivement, c'est rentré dans le langage public pneu neige et on a du mal à s'en débarrasser. Moi, à chaque fois que j'ai des journalistes, je rappelle la différence, l'intérêt d'utiliser le bon vocabulaire. Et puis, l'habitude revient au galop. Et donc, au cours des interviews ou des émissions, on finit par reparler à nouveau de pneus neige. Moi, la raison pour laquelle je combats ce vocabulaire, c'est que ça laisse penser au grand public que ces pneumatiques n'ont de capacité ou d'efficacité que dans des conditions d'enneigement importants. Et en fait, si on parle de pneus hiver, c'est tout simplement pour exprimer que ces pneus-là ont une latitude très très large d'utilisation, quel que soit les types de routes. Et en particulier sur route sèche, puisqu'on a aussi des routes sèches en hiver. Donc, à partir de 7 degrés, en dessous de 7 degrés, je crois, de température. Voilà. On parle de pneus hiver. Par contre, effectivement, il y a des versions qui sont des versions qu'on appelle nordiques ou scandinaves, qui sont des versions qui sont très typées neige, mais qu'on utilise peu sous nos contrées, en fait, qui sont utilisées dans le nord de l'Europe. Alors, est-ce qu'il faut, autre idée reçue, est-ce qu'il faut dégonfler ces pneus sur la neige ? Non, il ne faut pas dégonfler ces pneus sur la neige, et bien au contraire. Dès le moment où la température devient froide, la pression baisse dans les pneus. Donc en fait, il faut remettre sa pression à niveau. Les pneus, ils ont été créés, développés pour fonctionner de manière optimale à une certaine pression. Et les dégonfler, en fait, ça perturbe en fait la surface de contact du pneu avec la route. D'une part, ça crée des usures normales, et puis d'autre part, ça crée une anomalie en termes de grippe. Et donc, il faut garder sa pression nominale, et au contraire, il faut la surveiller en hiver. Voilà, c'est ce que je voulais vous poser comme question, parce qu'on passe de degrés de -3 à +10 ou +14 cette semaine. Là, on fait vraiment attention à notre pression. Hein. On va la vérifier vraiment là. Absolument, tout à fait. Parce que là, ça bouge beaucoup. Hein. Et je vous remercie pour la grippe, c'est important. Alors, est-ce que 2 pneus hiver sont suffisants, Dominique ? Sur 4. Pour la grippe. Il y a 2 raisons pour lesquelles 2 pneus hiver sont pas suffisants. D'abord, parce que dans le cadre de la loi montagne, le législateur impose 4 pneus posés sur la route et pas 2. Et en fait, il y a une raison pour laquelle la législation donne cette indication. C'est tout simplement parce que si on n'a que 2 pneus, on a un grip qui est différent à l'avant et à l'arrière du véhicule. Et selon la configuration du véhicule, en fait, où on perd de la direction, où on a un risque d'avoir l'arrière qui passe à l'avant. Et donc, d'avoir des pneus différents à l'avant et à l'arrière du véhicule en conditions d'adhérence délicate, on a quand même des risques de mauvaise tenue de route et d'accident. Donc c'est bien 4 pneus. Oui, on va préciser aussi à ceux qui mettent des chaînes que si c'est une propulsion, ça sert à rien de mettre les chaînes à l'avant. Oui, il faut les mettre à l'arrière. Oui, il faut les mettre à l'arrière, mais il en faut 4. Hein. C'est quand même sur une propulsion. On a vu quelques vidéos là-dessus. Ouais, et Dominique, pour finir, le bonnet d'âne à notre ministre des Transports.
Oui, alors c'est tout simplement aussi la façon de montrer que la loi montagne elle est quand même particulièrement complexe et difficile à comprendre pour le commun des automobilistes et même le ministre des Transports qui est censé quand même avoir la bonne information dans les différentes interviews qu'il a données ces dernières semaines, il a parlé de 48 départements concernés alors qu'après consultation des préfets, on est passé à 34. Donc c'est bien 34 départements. Dominique, j'aime beaucoup, vous dites ce que c'est très compliqué à comprendre. N'oublions pas que nous sommes en France et que nous ne savons pas faire simple alors qu'on gagnerait et du temps et de l'argent. Je voudrais quand même vous annoncer, à vous trois, que nous sommes non plus simplement des animateurs journalistes de cette émission On parle auto sur Sud Radio et Dominique S, qui est le président du syndicat du pneu, également l'un de nos experts. Nous sommes devenus des influenceurs. Vous savez pourquoi ? Parce que généralement, maintenant, vous savez, c'est la grande mode des influenceurs sur les réseaux sociaux et beaucoup de gens achètent que je vous en dise des choses juste après. C'est pas le but du jeu, là, l'ami Jean-Luc. Donc les gens achètent des produits parce qu'ils ont vu un influenceur qui leur plaît, etc., etc. Eh bien, nous avons sur la page Facebook de Sud Radio, et vous allez voir que nous sommes de très bons influenceurs, plusieurs personnes qui nous ont dit, comme Guillaume, comme Nathalie, comme Stéphane, non, plutôt Guillaume, qui nous dit « Merci, grâce à vous, j'ai acheté des... » un Michelin, parce que c'est des Michelin. On pourra parler des autres marques, Goodyear, Hankook, etc. Je suis très content de mes pneus hiver, et vous êtes 3 à nous en parler sur la page Facebook de Sud Radio. Donc nous sommes de bons influenceurs. Non, alors la différence entre un influenceur qui est payé par une marque... Oui, mais nous on n'est pas payés. Voilà, nous on n'est pas payés, on vous dit les choses comme elles doivent être dites. Sud Radio, on parle vrai, c'est tout. On a permis à des gens de bien se chausser et en sécurité. Merci aussi à Dominique S. Voilà. Oui, quand on parle de pneus, c'est parce qu'on veut parler de sécurité. Exactement. C'est tout simplement pour éviter des ennuis sur la route, et c'est bien notre but final. Moi, j'ai rien à vendre. Moi non plus. Sinon, effectivement, inciter nos auditeurs à rouler dans les meilleures conditions possibles de sécurité. Voilà, et donc pour tout ça pour dire quoi ? Que cette chronique pneus sert vraiment, au-delà de ce qu'on y apprend, c'est que ça permet de diffuser un vrai message de sécurité également. Et je pense qu'on peut être fiers de ça. Voilà, parce qu'il n'y a que nous qui le dirons. Bon, allez, bisous Dominique. Merci beaucoup, bonne journée, bonne route. Allez, dans quelques instants, on va vous accueillir, puisque vous savez que cette émission est la vôtre, 0826 300 300. Et nous allons normalement accueillir Jean-Michel, qui va nous parler du PureTech. Oh, comme c'est bizarre. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et restez bien en notre compagnie, parce qu'on verra à la fin de notre rendez-vous, on parle auto sur Sud Radio, pourquoi nous, les Français, on voit la voiture en noir, mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Tout de suite, on vous accueille car cette émission est la vôtre. Plusieurs façons de nous contacter, soit en direct sur la page Facebook de Sud Radio, soit au 0826 300 300 avec Aude qui vous accueille au standard et qui décrochera de sa jolie voix et de sa belle présence, ou par mail, je participe @sudradio.fr en mettant bien on parle auto dans l'objet de votre mail. Alors tout de suite, on va accueillir Jean-Michel. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Jean-Michel. Oui, bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Je vous présente mes vœux pour cette nouvelle année, de bonne continuité de votre émission et surtout la santé, mais je vise personne. Bon, c'est pas pour Jean-Luc. Très bonne année à vous, Jean-Michel. Ça devrait aller de mieux en mieux. Je ne crâne pas parce qu'on n'est pas à l'abri que ça m'arrive. Non, mais il va mieux déjà. Il a repris des couleurs, choupinou. Ouais, déjà, ça va mieux. Puis en plus, comme vous avez une blague qu'on aime bien, que vous allez nous raconter, tout de suite, ça va mieux. Et d'ailleurs, on aura avec nous Alexis Landrieux, qui est le gérant de Biomotors, pour répondre à votre question. Parce que comme je suis un peu malade, j'ai peur de pas bien répondre. Alors maintenant, je me borde. Bonjour Alexis. Bonjour Alexis. Bonjour à tous, meilleurs vœux également. Merci beaucoup. J'adore votre voix. Bonjour. Alexis, il a une voix souriante. Vous allez bien, Alexis ? Oui, le pauvre Jean-Luc. Mais on sort tous de la grippe, je crois. De toute façon, tout le monde va l'attraper. Non, pour l'instant, je m'en sors bien. Bon courage. Bon, oui, exactement. Et je ne vais pas crâner parce que ça peut arriver n'importe quel moment. Alors, Jean-Michel, on écoute votre histoire drôle. Eh bien, écoutez, mon fils, il a acheté un 2008 avec un PureTech en 2020. et ça commence comme ça. Oui, regardez le début. Non, c'est pas gentil, ça. Je ne sais pas pourquoi, enfin si, je sais pourquoi, par souci d'économie, de monter le boîtier Biomotors. Bon, il a fait faire dans un garage qui avait la spécialité, et ça n'a jamais trop bien marché. Il est retourné vers ce garage qui ne pesait plus le boîtier. Bon,
Et on a fini par trouver un garage un peu plus loin, mais qui était vraiment compétent, qui a regardé, qui a dit revenez à telle date, il passe à l'inspecteur de Biomotors, il va vous régler le problème. L'inspecteur est passé, le problème a été en partie réglé, le véhicule marchait mieux, il faut le dire honnêtement, avec toujours des soucis au démarrage le matin. Bon, donc, mon fils faisait avec. Il m'a dit, il faut rester accéléré dès que je démarre pour que je parte tout de suite. D'accord. Et puis, la voiture ayant 59 000 km, mon fils se dit, je vais changer la cour. Donc, il fait faire un devis à un garage, pas de problème. Et quand il se présente au garage pour remplacer la cour, le gars soulève le capot, dit, ah, il y a un boîtier? Ah non, on le fait pas. Eh oui. Alors il me raconte ça. Alors j'ai dit, regarde autour de toi. Alors il regarde différents garages, des gens comme je passe les marques, mais non, auto, tout ça. Non, on le fait pas. De mon côté, je regarde aussi. Personne veut faire cette courroie parce qu'il est équipé d'un boîtier. Peugeot, pour lui, la voiture est plus garantie. Il se rappelle même plus que c'est eux qui l'ont fabriquée. Et bon, personne. Alors moi je me dis, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que Peugeot ne donne pas de garantie. J'ai été sur le site de Biomotors, j'ai lu leurs conditions de vente. Ils précisent quand même qu'ils n'accordent pas de garantie sur les moteurs à problème. J'en connais qu'un aujourd'hui. Bon, alors mon fils s'est dit, il me reste plus qu'à faire enlever le boîtier. Et là on regarde la procédure. Donc démontage par un garage agréé Biomotors, retourner le boîtier à Biomotors, faire une déclaration sur l'honneur justifiant de ce retour et repasser à la drill en payant un passage de réception à titre isolé. Je dis c'est de la démence, on est bien fou dans ce pays. Bon, on va essayer. Il faut faire tout ça. Comme on a Alexis avec nous, on va trouver une solution. Oui, et Alexis était au courant en arrivant, donc il sait très bien qu'on va lui demander la solution. Bon, en tous les cas, en résumé, donc le PureTech, tout le monde en rigole. Moi, je trouve pas que ce soit un si mauvais moteur. C'est juste un moteur extrêmement poussé deux fois un usage pour. Oui, et puis c'est un peu un moteur de Formule 1 mis dans les mains de Monsieur, Madame, tout le monde. C'est là où peut-être le bas blesse. Bon, en tous les cas, de ce que j'entends, là, ça fonctionne correctement. Peut-être le démarrage à froid, mais ça, encore une fois, si vous nous contactez, on pourra faire les réglages nécessaires. Maintenant, là, le souci est tout autre de l'éthanol. On est effectivement sur la prise en charge de Peugeot concernant leur problématique de distribution bien connue en dehors même de l'usage de l'éthanol. Et souvent, là, de toute façon, il n'y a pas de prise en charge de leur part. C'est-à-dire qu'elle a plus de 5 ans, comme vous l'avez dit, ils l'ont oublié. Moi, je sais même pas pourquoi demander la distribution à Peugeot, autant aller dans n'importe quel autre garage. Je sais pas, est-ce que vous l'avez fait? Parce que que Peugeot lève les bras en l'air et trouve le prétexte de ne rien faire quand il y a le boîtier, ça c'est malheureusement, et je le regrette, tout à fait habituel. C'est-à-dire qu'ils ont fait une connerie au début de conception et puis maintenant qu'il y a le boîtier, tous les prétextes sont bons pour dire que c'est à cause de ça qu'on touchera pas la voiture. Mais la distribution, il y a énormément de garages, toutes marques, qui peuvent proposer de le faire. C'est extrêmement courant en plus sur cette motorisation. Peut-être la première chose serait en fait simplement de demander de la faire, ce qui est normal parce que c'est nécessaire de la faire, mais la faire par un garage autre que le concessionnaire. Oui, alors si vous voulez, je pense que ça serait. Oui. Ne vous inquiétez pas. En tant que collectionneur de voitures, j'ai du relationnel et ça y est, le rendez-vous est pris. Donc le problème est réglé. Mais moi, c'est ce qui m'a sidéré, c'est ceux qui envoyant le boîtier, on dit on ne fait pas la distribution, même hors Peugeot. Vous savez, moi j'ai eu un souci de bougie sur la Yaris hybride qui roule avec un boîtier Biomotors. Et quand j'ai emmené la voiture chez Toyota, qui ont ouvert le capot, ils ont dit on touche pas. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait un boîtier, on touche pas. Oui, mais pourquoi on touche pas quand il y a un boîtier? Ils ont touché quand même. Oui, ils ont touché quand même parce que Alexis, je connais Jean-Luc Moreau, donc il a appelé chez Toyota. Pourquoi Alexis, les garagistes ne veulent pas toucher quand il y a vos boîtiers? Je comprends pas. Alors, en fait, ils n'ont pas le droit. On a un boîtier comme, alors ça a été dit, je réponds aussi à la deuxième question, qui est homologué, c'est-à-dire qu'il fait partie intégrante du véhicule. Il a été inscrit sur la carte grise du véhicule et c'est pourquoi le retour en arrière doit être notifié auprès de l'Adréal. Alors, c'est pas un titre isolé, c'est juste un passage à Adréal pour 90 €. Bon, c'est vrai qu'il faut quand même payer, c'est vrai que c'est aberrant, mais ça fait partie intégrante du véhicule. Donc, il faut, c'est la même procédure, en fait, que quand je passe un véhicule en 2 places société et que je veux le remettre en 5 places avec des sièges, je vais devoir passer à Adréal. C'est exactement la même chose. Néanmoins, pourquoi les constructeurs font ça? Malheureusement, ce sont les concessionnaires qui sont un peu payés au lance-pierre lors des campagnes de problématiques sur leur moteur. C'est des campagnes générales et au final, on paye un peu au lance-pierre le concessionnaire. Ils n'ont déjà donc pas envie de faire ce genre de campagne. Alors, si le boîtier peut leur permettre de prétexte pour pas faire les choses, c'est génial.
Mais néanmoins, vous pouvez tout à fait leur faire un courrier et c'est tout à fait interdit d'avoir une telle position de leur part parce que ça reste des campagnes bien souvent sécuritaires, comme la distribution et autres. Ils ne peuvent pas prendre le prétexte du boîtier pour s'opposer à une campagne sécuritaire. Alors c'est vrai que ça oblige à faire ce petit courrier qui est jamais plaisant et vous l'avez dit, en France il y a plein d'administratifs et on en a un peu marre, mais malheureusement ça sera nécessaire. Bon, Alexis, juste quand même maintenant pour clore avec Jean-Michel, est-ce qu'il est possible de régler encore son boîtier de façon plus fine pour qu'il n'y ait plus ces problèmes de démarrage à froid? Bien sûr. Bien sûr. Et alors, là, en plus, s'il y a un rendez-vous qui est pris pour la distribution, ce que je peux conseiller, c'est comme à la 60 000, évidemment les bougies, j'espère qu'elles ont été faites, hein, c'est nécessaire de les faire, parce que ça aide le démarrage à froid, et aussi vérifier l'encrassement des swaps d'admission, si vous êtes connaisseur, Jean-Michel, vous savez, les swaps d'admission ont tendance à beaucoup s'encrasser sur les PureTech, vérifiez-les en même temps que la distri, ça vaut le coup de les nettoyer si elles sont encrassées. Mais on peut les voir quand on fait la distribution, on a accès on visualise les soupapes. Ce qui est bien, ça serait qu'ils aient une caméra endoscopique. Vous savez, la petite caméra qu'on a à 10 € sur Amazon, juste pour aller regarder. Parce que si c'est encrassé, ça vaut le coup de faire ce qu'ils appellent un nettoyage à la coque de noix. Le concessionnaire le propose pour assez cher, alors même que c'est quelque chose qui coûte pas si cher que ça, ni en temps, ni en matériel. Bon, voilà. Bon. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. On espère que la blague du PureTech va s'éteindre progressivement. Mais c'est vrai que on peut faire des bonnes affaires aujourd'hui. Un PureTech bien utilisé, c'est fiable. C'est ce qu'on va. Puis là, la courroie a été changée. La courroie a été changée, donc normalement va être changée. Mais ça sera plus une courroie, ça sera une chaîne en fait, c'est ça. Non, ça sera toujours une courroie, mais avec un lubrifiant différent et avec une nature de courroie différente. Voilà, donc, normalement qui doit tenir plus longtemps. Bon, allez, merci Jean-Michel, merci Alexis. Et puis quant à nous, merci beaucoup. Merci à vous deux. Et quant à nous, on va parler maintenant de la traversée. Enfin non, juste après la pause, la traversée de Paris, la traversée hivernale. Restez avec nous. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. À découvrir sur gs27.com. GS27 présente Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Et vous savez qu'à la fin de notre émission, nous allons parler de cette tendance, nous les Français, à aimer le noir lorsque l'on parle de voiture. Mais tout de suite, on va adorer la traversée de Paris hivernale, la 26e. On en parle avec Thierry Brier, président de Vincennes en Ancienne. Bonjour Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour. Avec des couleurs beaucoup plus joyeuses pour le coup que le noir. C'est un des rendez-vous préférés de Jean-Luc, quand même. Alors je préfère la traversée estivale. Bah oui, bien sûr, forcément. Surtout quand on est grippé. Exactement. Bon, traversée hivernale, c'est la semaine prochaine, c'est dimanche 25 janvier. Ça démarre comme d'habitude au pied du château de Vincennes, sur l'esplanade devant le château. Oui, c'est ça. On part du parvis à partir de 7h15 pour les premiers départs et les derniers se feront à 9h. Bon, combien de véhicules sont attendus ? Pour l'instant, on doit être à 550 voitures, donc pas loin de nos 600 habituels. Ça devrait encore rentrer sur cette semaine. On est à 122 roues, on est à 22 tracteurs. 22 tracteurs, vous n'avez pas peur que... Nos amis agriculteurs étaient déjà la semaine dernière sur Paris. Vous n'avez pas peur qu'on vous empêche d'accéder Et on comprend pourquoi. Voilà, je pense que ça devrait quand même passer dans la mesure où d'abord c'est quand même absolument pas revendicatif et que on est quand même sur des tracteurs anciens. Donc voilà, ça n'a pas du tout le même impact, mais effectivement, on va suivre le problème, mais je pense que... Oui, non, ça ne sera pas un problème. Ils vont être là. Sera pas un problème. Alors chaque année, il y a un parcours différent dans Paris. Alors déjà, le fait de dire dans Paris, des vieilles voitures, des vieilles motos, des vieux tracteurs, c'est compliqué à organiser. Avec c'est de Madame plus en plus Hidalgo. compliqué ou il y a quand même cette tolérance du fait que ce soit du patrimoine. Alors, on parle vrai sur Sud Radio. On parle vrai. Madame Hidalgo n'a rien à voir là-dedans. D'accord. Tant mieux. Donc voilà. On est en relation avec la préfecture de police. D'accord. Et effectivement, la préfecture de police applique des règles très strictes et notamment cette année, malheureusement, on ne passera pas à Montmartre parce que la zone est passée piétonne
ou transit uniquement, pas transit, desserte locale. Donc, du coup, pour nous, c'est fichu. Alors que c'était un endroit où vous passiez régulièrement. Hein. Ouais, ça faisait c'était magique. On avait toute cette montée, le prêtre qui bénissait les voitures, les Poulbeaux et la République de Montmartre qui saluait toutes les voitures. Enfin, c'était magique cet endroit-là. Et malheureusement, voilà. Bon, ça sera quoi le parcours pour ceux qui voudraient voir passer des voitures, même si on ne va pas le dévoiler entièrement pour éviter les parasites qui se grefferaient à l'événement. Voilà. Mais là, donc, on part du château de Vincennes. Le château de Vincennes. On passe Porte Dorée, c'est ça ? C'est ça, Porte Dorée. Là, on prend les extérieurs, place Gambetta. On retourne sur la République. La République, donc on passe au pied de Montmartre, puisque en fait on a su cette interdiction que alors que tout était prévu, donc le parcours était déposé et ils nous ont refusé la partie boucle vraiment de Montmartre. Ensuite, on va aller chercher l'Étoile, on va la Tour Eiffel. C'est là où on démarrera le spectacle, le déjeuner croisière. D'accord. Et puis, ceux qui participent à ce déjeuner retourneront sur le parvis du château de Vincennes. Ouais. Bon, il n'y a pas de pique-nique. Il y a pas de pique-nique en plein hiver. Les pieds dans la boue, voilà. C'est dommage. C'est dommage. Les pieds dans la boue, on a presque failli avoir ça cet été. Il y a eu quand même un peu de pluie, mais on est sorti. Non, mais au moment du pique-nique, c'était beau. Est-ce qu'il est trop tard pour s'inscrire ? Non, on peut encore s'inscrire jusqu'à... en fait, je bloquerai que jeudi les inscriptions. Il faut un véhicule de plus de 30 ans qui soit inscrit... impérativement. D'accord. Voilà. Ça va être encore une belle... Qu'il soit en collection ou non. Oui. D'accord. Qu'il soit en carte grise. Mais plus de 30 ans, par contre. Voilà. D'accord. Mais plus de 30 ans. Ça coûte combien de s'inscrire, Thierry ? Alors, pour les non-adhérents, c'est 45 €. 30 € pour les adhérents à Vincennes en ancienne. Pour les vélos, c'est 5 €. On a quand même une vingtaine de vélos qui sont inscrits. Pour les bus, c'est 10 €, puisqu'en fait, on a 4 bus anciens, dont 2 à plateforme qui feront le tour, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Et puis les tracteurs, mais eux aussi sont dans le même tarif. Merci. 45 et 30. Allez, merci beaucoup Thierry. On rappelle le rendez-vous. Au château de Vincennes, 26, dimanche prochain. Dimanche prochain, à 7h du matin, les premiers départs. 7h, ça, moi j'ai un mot du docteur, je peux pas y aller. Château de Vincennes. On vous embrasse Thierry et bravo et tous nos bons voeux à toute l'équipe de Vincennes en ancienne. Merci. Merci, au revoir. Merci à vous, au revoir. Allez, on va continuer notre rendez-vous et on va passer maintenant à une question dont la réponse sera donnée par un avocat spécialisé en droit routier. Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Avec GS27, spécialiste des soins auto, moto et vélo depuis 1968. GS27, l'excellence française pour l'entretien de vos véhicules, à découvrir sur gs27.com. Et on accueille tout de suite, Rémi Jossaume. On va commencer par notre avocat spécialisé en droit routier. Bonjour maître. Bonjour maître. Bonjour Laurent, bonjour Jean-Luc. Et pour vous poser la question, c'est Lionel qui nous a écrit à jeparticipe@sudradio.fr en mettant On parle auto dans l'objet de son mail. Bonjour Lionel. Bonjour Lionel. Eh bien bonjour à tout le monde. Merci d'être avec nous, tous nos vœux. Eh bien vous aussi et toute l'équipe. On vous écoute Lionel. Je crois que Lionel est un auditeur fidèle en plus. Oui, en plus. Alors moi j'ai une Mercedes EQA 350 de moteur électrique qui au bout de 3 ans et 5 mois, 37 680 km, le premier moteur m'a lâché. Et pendant la révision de ce premier moteur chez Mercedes, ils se sont aperçus quand le premier est arrivé pour le modifier, le changer plutôt, et que le deuxième est également HS, il fuyait. Donc 20 jours d'immobilisation pour 2 moteurs électriques, 3 ans et 5 mois, garantie passée à 2 ans. Donc je me suis trouvé
comme je le dis, je suis tombé de ma chaise. Oui, d'autant que les moteurs électriques, normalement, la durée de vie... Alors vous me dites, attendez, il fuyait, pourquoi? C'est le refroidissement, il y a des refroidissements liquides sur les moteurs, c'est quoi? Non, j'ai commencé, la voiture, je l'ai eue en juin 22, et 6 mois après, j'ai commencé à voir, pour la première fois, une alarme bas niveau du liquide de refroidissement de la batterie. D'accord, Une descente prononcée, ça s'est allumé. Donc 6 mois, je vais chez eux, ils me font un petit complément sur le parking, je repars. La révision de 1 an arrive, ils me font le contrôle des liquides. Bien, le petit complément a été refait là aussi, mais moi je n'ai rien, si ce n'est que d'avoir payé ma révision d'1 an. 6 mois encore après, donc 1 an et demi, rebelote, je reviens chez eux pour un complément, et là, cette fois plus sur le parking, et je repars, et je me dis quelque chose qui ne va pas, eh bien, ils me rajoutent un bouchon rouge, donc, si possible, a priori, le tarage n'était plus le même, donc, ça devait arrêter. La révision des 2 ans arrive, eh bien, il complète toujours un petit peu, parce que malgré ce petit bouchon rouge dessus, ça ne changeait pas grand-chose, donc, je paye mes 2 révisions 1 an ou 2 ans. Et 2 ans et 7 mois, autrement dit 7 mois encore après, par tout ça, et bien là, j'ai une nouvelle alarme. Et quand je vais chez eux, on me dit gentiment, ah là, votre bocal, c'est lui qui fuit. Mais j'ai dit, écoutez, il y a 1 an et demi, je vous ai dit, vous faites pas le test comme certaines fois, on mettait en pression le liquide, enfin sous pression le système complet, on savait où ça fuyait. Ah non, ce n'est pas dans notre protocole. Par contre, on vous change le bocal, pris en compte par Mercedes, mais vous payez 330 € de main-d'œuvre. Alors là, je me suis fâché à tel point, comme ils savaient que je devais prendre une 3e et la nouvelle EQA, ça fait un peu marchand de tapis. Je n'ai pas payé ces 330 €. La révision de 3 ans arrive. Là, cette fois-ci, je n'ai rien du tout. Et 3 ans et 5 mois, donc mi-novembre, là, arrive ce bruit anormal dans le premier moteur de l'avant, qui est le même que celle que j'ai eue précédemment, qui était une EQA 250. Et à l'issue de ça, on me dit, écoutez, la garantie est pas passée. Oui. Bon, alors, on va vous embêter un petit peu. J'essaye il faudrait qu'on arrive au but, en fait. Voir si j'ai compris. Il y avait manifestement une fuite du circuit de refroidissement de la batterie et des moteurs, puisque les moteurs doivent être sur le même circuit de refroidissement. On parle de moteur électrique. Moteur électrique. A priori, ça a détérioré. La fuite, elle doit être interne au moteur. Ça a détérioré les 2 moteurs qui doivent être remplacés. Je pense que la batterie, elle a pris une claque aussi en passant, puisque si il y a eu un défaut de refroidissement à un moment ou à un autre, les cellules ont forcément mangé. Donc, ils vous disent, ok, d'accord, on vous remplace les moteurs. Ils les prennent pas en garantie parce que pour eux, la garantie commerciale de 2 ans est passée. Or, c'est là que Rémi va nous dire, on a la garantie légale des vis cachées. Typiquement, quand sur une voiture électrique, on a les 2 moteurs électriques qui tombent en panne, on est vraiment c'est suffisamment grave pour que le vis caché puisse être évoqué. On est d'accord, Rémi? Oui, alors effectivement, on a, vous l'avez dit Jean-Luc, une garantie contractuelle qui est la garantie que le concessionnaire va accorder à son acquéreur, qui est de 2, 3, 4, 5 ans. Ça dépend effectivement de chaque concessionnaire, chaque constructeur. Mais surtout, il faut bien comprendre que cette garantie n'est pas exclusive de la garantie légale. La garantie légale, elle est prévue par le Code civil. Elle s'applique évidemment indépendamment de cette garantie contractuelle, que vous n'êtes évidemment pas obligé d'articuler. Et cette garantie légale, elle est beaucoup plus protectrice du consommateur, puisque très récemment, la Cour de cassation a étendu le délai d'action de la garantie légale des vis cachées à 20 ans. Avec c'est récent ça, c'est récent, Rémi. Oui, moi j'avais 5 ans. J'avais 5 ans en tête aussi. Oui, alors ça date de mémoire de janvier 2023. 5, je crois, de mémoire. Il y a eu une vraie révolution, j'allais dire, sur un tout autre sujet qu'un problème automobile, mais évidemment ça s'applique aussi en matière automobile. Par contre, vous avez évidemment toujours la contrainte de devoir agir dans les 2 ans suivant la découverte du vice. C'est le cas, là.
Voilà. Alors après, il y a évidemment le problème probatoire, parce que au bout de 20 ans, il va falloir démontrer, et c'est beaucoup plus compliqué pour une automobile, que le vice existait au moment de la vente. Mais tout ça pour dire que, en réalité, dans ce genre de dossier, il faut impérativement procéder à une expertise du véhicule. Alors, dans un premier temps, une expertise amiable avec un expert conseil, un expert privé que vous pouvez trouver naturellement auprès de différents organismes professionnels, et qui va tout simplement déjà décrire la présence et l'étendue des désordres. Et puis ensuite, malheureusement, là c'est aussi l'inconvénient de cette procédure, la plupart du temps, on est obligé d'avoir recours à une expertise judiciaire qui va là aussi confirmer, infirmer la présence du vice et puis évidemment chiffrer les différents préjudices. Donc dans le cas de notre auditeur, il faut impérativement faire l'expertise et ne pas être inquiet du délai. Maître Jossom, on n'a pas été au bout et je vais le faire à la place de notre ami Lionel parce que malheureusement, vous savez que les montres de radio passent plus vite que les autres. Il a écrit à Mercedes qui lui a dit: suite à votre demande concernant la prise en charge liée au remplacement des 2 moteurs électriques, nous avons pris contact avec le garage. Une prise en charge de 75% du montant total a été effectuée par Mercedes. Le reste à votre charge correspond à 25%. Et c'est là où je pense que Lionel, voilà, il faut qu'il demande 100% de la prise en charge, on est d'accord? Alors, il faut qu'il demande 100%. Après, tout va dépendre du montant qu'on lui demande de prendre en charge, parce que malheureusement et évidemment, une procédure judiciaire et les frais d'une expertise judiciaire, s'il n'a pas de protection juridique notamment, ça coûte très cher. Pour vous donner une idée, une expertise judiciaire, juste l'expert, c'est en moyenne entre 3 et 5 000 euros l'expertise judiciaire. Donc quand on a une protection juridique, c'est pris en charge par l'assurance, évidemment, mais quand vous n'en avez pas, il va falloir débourser cette somme-là, quand bien même elle vous est remboursée par la suite, quand vous gagnez devant votre procès devant le tribunal. Malheureusement, on va devoir vous laisser tous les deux, on va essayer de suivre ce dossier hors antenne, parce que ce que nous dit aussi Lionel, c'est qu'en Allemagne c'est reconnu, et en Allemagne le remplacement total est pris en compte. Là, je pense que juste à recommander, en montrant un peu les dents, en expliquant que, voilà, il reprend ce qu'on vient de dire à l'antenne, et il devrait normalement avoir gain de cause. Bon. Je vois pas pourquoi ils iraient chercher la petite bête. Lionel, je vous laisse réécouter en replay, comme tout le monde, cette émission sur la page YouTube de Sud Radio ou sur le site de sudradio.fr pour bien noter tout ce que nous a dit Maître Rémi Jossom et vous envoyer un courrier plus en détail pour avoir les 100%. Je suis désolée Lionel, je peux pas vous redonner la parole parce que là, ça y est, on se fait taper sur les doigts. C'est pas moi la méchante, c'est notre réalisateur. Non, je rigole. C'est surtout la montre qui passe. Merci à vous deux. Dans quelques instants, on va parler du dossier actualité. Et puis normalement, si on a le temps, on aura peut-être quelqu'un d'autre, mais c'est pas sûr là. Non, je pense pas. Non, là, je pense pas non plus. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Noir, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. Oui, gris, c'est gris. Et vous, quelle est la couleur que vous préférez pour votre propre voiture? On en parle aujourd'hui avec Moundir Guénou, qui est directeur France de Car Vertical. Bonjour Moundir et bonne année. Bonne année. Merci, vous aussi. On est ravis de vous retrouver. Bonjour. On retrouve Moundir très régulièrement. Alors on avait Johnny dans les années 50 qui avait déjà les mêmes goûts que les acheteurs de voitures d'occasion aujourd'hui, noir et gris. Racontez-nous un peu votre étude avec Car Vertical. Voilà, donc ce qu'on mène chaque année ou une année sur deux, c'est de voir un petit peu l'évolution des couleurs pour les véhicules qui sont acquis et de voir un petit peu les tendances, parce qu'évidemment les tendances évoluent, et de voir un petit peu comment ça évolue, parce que ça avance en fonction des choix, en fonction des comment on va appeler ça, en fonction des tendances qu'il peut y avoir. Où est-ce qu'on revient sur des couleurs sobres ? le reflet de la société. Dans les années 50, c'était joyeux, on avait des couleurs vives pour les voitures. Aujourd'hui, on achète du noir, du gris. Parce qu'on dit que ça sera plus facile d'être revendu. Déjà aussi. Mais, exactement. Mais le blanc avant était très populaire parce que facile à réparer, les traces ne se voyaient pas, les petites rayures ça se voit pas sur le blanc. Alors on peut s'étonner que le noir aujourd'hui soit plébiscité. Parce que ça fait luxe. Ah ouais, c'est ça fait peut-être plus luxe, mais par contre la moindre rayure elle vous saute au nez tout de suite. Voilà, c'est ça, c'est qu'il y a un double problème sur cette couleur-là, c'est qu'elle est très jolie parce qu'elle véhicule le côté premium, la sobriété. Ça peut passer facilement lors de la vente, quel que soit un gros véhicule ou un petit véhicule. En revanche, la moindre micro-rayure va se voir dessus. Là où le blanc, c'est salissant, ça va se voir. Mais par contre, s'il y a le petit pet ou autre chose, ça va se voir un petit peu moins.
Oui. Alors il y a aujourd'hui des produits qui permettent de lustrer les voitures. Il y a des lustrants qui sont spécifiques pour les couleurs noires. Je dis ça au passage que je l'ai testé moi sur une de mes voitures qui était noire. C'est franchement super efficace, donc faut pas hésiter 2 secondes. Alors il y a une nouveauté, c'est que finalement après le noir et le gris qui sont franchement tristouilles, le bleu devient une couleur qui est recherchée en occasion. Voilà, ce qu'on a constaté globalement aussi, si on compare à l'échelle européenne, c'est que quand on parle de certaines tendances de couleurs, on sait que si je vous dis le rouge, ça vous fait évoquer quel pays ? Les pays du Sud, l'Italie, exactement. Ça va être l'Italie. Donc ça, c'est aussi très symptomatique de voir un petit peu au niveau des pays, parce que la Grande-Bretagne, ça va être plutôt le vert, l'Allemagne, ça va être plutôt le noir, le gris aussi, donc un peu le côté premium, et le bleu pour la France. Donc c'est pour ça que le bleu arrive pour nous après le gris, après le noir. Le blanc diminue un petit peu, mais on a ce bleu là qui est aussi dans le top. Si on regarde ces 4 couleurs là, ça représente quand même 80% globalement des couleurs qu'on a pour les véhicules français. À 80%, c'est énorme. Là, on est sur le véhicule d'occasion, hein. Mais en même temps, on est sur l'immatriculation des véhicules. Oui, voilà. En général, parce que les véhicules d'occasion, c'est ce qu'on retrouve véhicules neufs au départ, de toute façon. Et pourtant, exactement. Quand vous choisissez, oui, pardon. Allez-y, Moundir. Oui, quand vous avez un véhicule neuf, bien sûr, vous choisissez la couleur. Donc souvent, vous dites, je vais choisir cette couleur-là. Si je prends un jaune ou un rouge, je me dis que peut-être je vais avoir plus de mal à le revendre, parce que ça peut être une tendance à un moment donné par rapport à un événement, un film ou autre chose. En revanche, si je prends ces couleurs-là, des couleurs de base noir, gris, blanc, ce qu'on appelle achromatique, on sait que par définition, ça va être facile à revendre. Paradoxalement, quand on achète un véhicule d'occasion, c'est là qu'on se dit, c'est pas le premier critère, parce que bien sûr, le premier critère, ça va être la marque, le modèle, le kilométrage de l'année. Et par contre, si j'ai le choix après entre plusieurs couleurs, c'est là qu'on peut se dire, là je vais peut-être préférer un modèle identique, je préfère peut-être soit le gris, soit le noir, soit le rouge. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait des gens qui disent voilà la tendance dans 6 mois, 1 an, ça va être ça? Parce que je me souviens au début des années 90, la couleur la plus populaire c'était vert. Aujourd'hui on se dit oh là là, il y avait des voitures vertes. Moi j'avais une Rover verte. Alors il y avait plein de voitures vertes. Voilà. C'était souvent des verts assez foncés, mais il y avait beaucoup de voitures vertes, c'était à la mode. Et le vert a complètement disparu des radars aujourd'hui. Il n'a pas disparu de ma table, moi, le vert. Oui, non, ça on est d'accord. Un vert ça va. Non, exactement, c'est vrai Jean-Luc, vous avez parfaitement raison. Certaines marques, notamment des marques françaises, vont travailler d'un point de vue marketing énormément pour essayer de vendre plus, donc se dissocier de la concurrence, en essayant de lancer une sorte de mode aussi, donc qui peut fonctionner par rapport à un nouveau modèle de véhicule et par rapport à une nouvelle bouille, une nouvelle tête qu'il peut avoir, en disant tiens, on va communiquer énormément sur un certain rouge, un certain jaune, un certain vert, et ça peut marcher pendant un moment. Mais le risque, c'est que dans 5 ans ou 8 ans ou 10 ans, quand le véhicule va être vendu, on n'en veut plus forcément. Donc c'est à double tranchant pour plus tard. Voilà, d'où le noir et le gris, parce que ça, même dans la durée, on sait que ça sera toujours recherché. La durée, on parle des macarons. Exactement. Merci beaucoup, Moundir, directeur France Car Vertical, d'avoir été avec nous suite à cette étude menée par Car Vertical. Je vous indique et je vous invite à aller la découvrir sur le site de Car Vertical. Merci l'ami Jean-Luc, continuez de vous soigner, ça vous va bien? Ça devrait aller mieux la semaine prochaine. C'est déjà mieux que la semaine dernière, moi j'ai eu peur. Merci à Jamel d'avoir réalisé cette émission. Merci à Aude d'avoir été au standard. J'adore, Aude, elle nous fait toujours des petits bisous avec ses mains. Merci à vous surtout de l'avoir écouté, parce que sans vous, on n'existerait pas. Ça paraît comme ça totalement basique, mais c'est vrai. Et puis, je vous laisse avec la suite des programmes sur Sud Radio. Dans quelques instants, Sylvain Lévy-Valency vous accompagne et tous les programmes de week-end, bien sûr, avec vous. Bon week-end à tous. Sud Radio.